extrait-ci, on avait envie de partager avec vous cet aller-retour, ces coupures, ces fractures dans le temps, qui sont en fait autant de... qui rythment en fait aussi le récit, mais qui le rythment pas comme du jazz ou pas comme Lugamba, ce sont comme des chutes de manière un peu abrupte. Alors au niveau du travail de l'écriture, je sais que c'est une autre chose qui se met en place, mais par rapport à un travail d'auteur avec un éditeur, avec une maison d'édition, comment se raconte, comment s'accepte cette arythmie. Je ne peux pas l'appeler arythmie, c'est pas juste, mais comment est-ce qu'on fait pour raconter ces moments de vertige et ces allers-retours entre le passé et le présent, en tant qu'autrice et en tant que femme, en tant que mère et en tant que survivante. J'ai eu beaucoup de chance, l'éditeur n'a pas beaucoup corrigé, il a aimé tout de suite, ce qui n'est pas le cas, mais je crois qu'il a compris que c'est une histoire de laquelle on ne sort pas, et qu'on a beau avancer dans le présent, le passé il est vraiment à côté de nous, il avance à côté de nous, et que il s'invite comme ça de manière impromptue, et que de me dire que c'est pas vrai, il se sentait pas en droit de le dire. Ah mais non, mais ça c'est pas juste, ça sonne pas juste. Et au contraire, il a dit ah c'est probablement comme ça que ça se passe. Et moi ça me plaît parce que j'ai l'impression, mais vraiment sans m'apitoyer ni rien, qu'il n'y a pas une seconde où je n'y pense pas. Même quand je n'y pense pas, j'y pense. Tout le temps. Et c'est pas... C'est même presque une protection, j'ai envie de dire. C'est que si je l'enlève, alors il me reste quoi? Alors que si je le garde, il me reste... il me reste tellement de vie de perdu que j'essaie de vivre ma vie comme pour rendre aussi un tout petit peu hommage ou justice, ou je ne sais pas, mais je vis la vie pour tout le monde, pour ma mère essentiellement, je pense. Mais c'est vrai que mais c'est peut-être aussi en faisant de la psychologie que j'ai fini par me rendre compte que plus on veut s'en débarrasser, plus c'est fort. Donc, le plus facile, c'est de s'en faire un compagnon, peut-être pas... Il y a des moments où c'est pas un bon compagnon. Par exemple, j'ai très très peur en avion. Et ma peur de l'avion vient du moment où on est parti, où on a quitté. Et mon... C'est de partir. C'est que... Enfin, pour moi, partir, c'est jamais plaisant. Et je pense que c'est lié à... Et puis l'autre chose, c'est que j'ai l'impression que on est déjà très en danger, les pieds sur terre, alors qu'est-ce qui peut se passer si on... Mais voilà, il y a le danger qui vit avec moi tout le temps. Donc, quand on vient de faire 10 heures d'avion, c'est pas du tout un bon compagnon parce que je suis épuisée, surtendue. Mais il y a des moments où c'est un bon compagnon parce que, ouais, encore une fois, je vais plutôt prendre... il y a beaucoup de choses, par exemple, qui me paraissent vraiment pas très graves dans l'existence. Il y a beaucoup de choses que je peux lâcher, c'est pas très grave non plus. Et puis il y a beaucoup de choses encore à accomplir. Alors je vais revenir sur le Kinyarwanda parce qu'on a commencé par la chanson. Pourquoi moi j'ai commencé par cette chanson-là? Je cherchais comment raconter cette histoire. Comment être légitime pour raconter cette histoire, par exemple. Je ne sais pas si c'est juste. Et ça a marché que quand j'ai décidé de mettre du Kinyarwanda dedans. Parce que moi, la langue qui m'apaise, les chants qui m'apaisent, ce qui me fait du bien, c'est le Kinyarwanda. Et j'ai eu la chance de voir Dorcy. On faisait la campagne pour la francophonie et j'avais eu la chance et j'étais heureuse d'y être invitée et je reconnais quelques-uns. Et ça avait été un moment important pour moi parce que on ne peut pas dire merci à Cyprien Lugamba parce qu'il n'est plus là. Mais il nous a laissé
l'équivalent d'une bibliothèque, par exemple. C'est vrai qu'en France, on va dire aller à la bibliothèque, etc. Moi, j'ai envie de dire, mais écoutez nos chants d'avant. C'est tellement de poésie, c'est tellement de sagesse, c'est tellement de... J'ai l'impression que c'est comme des petits trésors et qu'on peut, à tout moment, en piocher un qui marche, et ça marche à tous les coups. Par exemple, je sais pas, Ikiticha, Kirakisa, ou... oui, enfin, il y en a beaucoup. Le titre, par exemple, mon grand-père, quand il buvait tout l'argent de ma grand-mère, qu'elle avait gagné difficilement. Oui, elle brodait et puis elle gagnait un peu d'argent. Et mon grand-père, elle donnait à mon grand-père en disant d'aller lui acheter des piles pour la radio. Et généralement, il rentrait très tard et totalement amoché. Et alors, elle implorait Dieu. Et mon grand-père lui disait, mais si Dieu avait voulu s'en mêler, il ne se serait pas perché si haut. C'est de là que m'est venu. Non seulement il ne s'excusait pas pour tout l'argent qu'il avait vu, mais voilà. Et ça, par exemple, moi, d'y penser, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça me donne les paroles qui me manquent. Le Kinyarwanda me donne toujours le sens, ou je sais pas, ou le goût, ou oui. Oui, on a l'impression qu'il est essaimé comme ça à travers tout le roman, comme des petits cailloux pour être sûr que tu ne te perdes pas. Oui. Et pour l'éditeur, quand on a discuté, je lui disais que ça, c'est ma langue. Et elle est tout aussi valable que la langue française ou que l'anglais, et que j'étais sûre qu'il apprendrait énormément de choses du Kinyarwanda lui aussi. Et que finalement, on était assez d'accord que ça rend le livre plus chantant, plus poétique. Ça permet aussi de reprendre un peu le souffle, parce que je sais que c'est dur, ce qui est raconté, et que ça permet un tout petit peu de... Ouais. Et de faire le lien aussi avec une poétique et un rapport à l'univers qui est fondamentalement différent de la langue principale, pas principale en termes de mots, pas principale en termes de hiérarchie, au niveau du roman aussi. Ça ouvre, et donc on comprend l'univers, les mots et l'éducation que tu as reçue aussi culturellement, et à quoi la raison pour laquelle tu tiens. Oui, et justement quand on était en Arménie, il y avait Dorsi qui était là, au Gamba, et que j'avais très très peur. Je me suis dit, il va me dire j'ai dit n'importe quoi, j'ai mal traduit les chansons de son père, c'est une catastrophe. Et au contraire, il m'a dit qu'il trouvait ça vraiment très beau. Et j'ai pu le remercier, ou en tout cas lui dire à quel point les mots de son père me sauvent, si pas de la folie, ou moins de beaucoup de choses, et que je pense que je ne suis pas la seule, et qu'il était très ému de comment moi je me les appropriais, et de comment, parce que il n'avait jamais eu l'occasion qu'on lui parle de ce que l'héritage de son père peut faire à nos cœurs meurtris, si je peux dire ça comme ça. Oui. Et je pense que c'est très important, parce qu'on a l'impression qu'en tant qu'autrice aussi, tu te places dans une lignée, dans cette lignée de la transmission, de raconter la vie avec son lot de morts, et que c'est pas que ce n'est pas grave, mais ça a toujours fait partie de nous. Et ça, je pense que c'est aussi quand on le lit, moi j'ai hâte que ma fille ait plus ou moins l'âge de le lire aussi, où on comprend qu'effectivement c'est dans la culture, cette façon de considérer le caractère éphémère de la vie a toujours été là, et que c'est ça qui, entre autres, a permis peut-être à certains survivants qui ont vu l'inimaginable, l'impossible, d'échapper aussi à la folie. Oui, parce que c'est avec Mati qu'on a parlé ce matin, Waramutse, moi je le traduis comme tu as passé la nuit, tu es encore vivant ce matin. Mais vraiment, c'est comme ça que ça sonne dans mon cœur. Donc ça veut dire que ça aurait pu ne pas être, et on se réjouit que ça ait été. Et je trouve ça, en tout cas, peut-être qu'avant le génocide, ça ne sonnait pas comme ça, mais après le génocide, oui, on a passé la nuit. Oui. J'aimerais ouvrir un peu, voilà. J'imagine que vous avez beaucoup de questions et peu de temps pour y répondre malheureusement, mais
Avant de continuer aussi avec un moment très important aussi, parce que la mémoire n'est pas quelque chose qui se vit qu'en avril, et c'est important aussi de l'inscrire en fait dans la vie de tous les jours et de mille manières qui soient. Tu as parlé de la musique, la littérature, tous les livres qui sont autour de toi et autour de moi sont que des livres d'auteurs rwandais. Beaucoup de gens ne pensent pas que la langue et que la culture rwandaise s'inscrit dans le patrimoine littéraire international. C'est faux, on continue à le dire. Toi, Dorcy, Gaël Faye, Scholastique, Joseph qui est ici, Douanier, d'autres personnes, Atome qui écrit. Voilà, c'est une langue non seulement qui se vit, mais qui s'écrit avec le magnifique poids, et c'est pas lourd, de son histoire. Donc j'aimerais donner la possibilité, en tout cas, parce que moi je peux la garder toute la nuit, je voudrais vivre avec elle, mais j'imagine que voilà, si vous avez choisi d'être ici, d'avoir bravé les tests et toutes ces choses-là absolument magnifiques, c'est pour la rencontrer. Alors je propose que la personne qui a en charge le sanitizer, merci Françoise, et le micro, donc on va vous demander gentiment de vous laver un petit peu les mains avant de prendre le micro à chaque fois. Bonsoir Annick, bonsoir à tous. Je suis Niline Khaled, la directrice de la langue et de la culture à l'Ordre national de la francophonie. Et je voudrais commencer par vous transmettre à tous les salutations chaleureuses de votre compatriote, Madame la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mouchikiwabo, qui m'a donc chargée de la représenter à cette rencontre littéraire à laquelle elle aurait vraiment voulu être là, mais connaissant son agenda, je pense que vous pourrez tous l'excuser. Cela étant dit, je voudrais rebondir un petit peu sur quelque chose que vous avez dit, que j'ai trouvé très beau. C'est que vous avez dit que votre langue, aux côtés du français, dans ce livre que vous avez écrit, était aussi un gage de dire des choses qui ne peuvent se dire que dans votre langue. Et je pense que là, vous avez mis le doigt de façon vraiment très sensible sur le fait que la diversité linguistique et la diversité culturelle est aussi gage du vivre ensemble. Du vivre ensemble qui a justement peut-être fait défaut à un moment dans votre pays en 1994, en avril 1994. Et je voulais réfléchir avec vous, avoir votre sentiment sur justement la cohabitation harmonieuse entre les langues et comment cette cohabitation nous permet d'aller de l'avant, comme vous l'avez si bien dit. J'ai l'impression que en fait, il n'y a qu'en France qu'on parle une seule langue. Des fois, je leur dis les Français, parce que les Français disent « Mais non, mais c'est dur d'apprendre l'anglais ». Je dis « Mais non, il y a beaucoup de pays où il y a, surtout les pays qui ont été colonisés, on a une langue qui était notre langue, plus la langue du colonisateur. Alors peut-être que c'était... Enfin, en tout cas, ça va être on y a gagné au moins une langue supplémentaire qui nous ouvre le monde, qui ouvre le monde. Ça rend vraiment le monde plus vaste, moi je trouve, de pouvoir s'exprimer en plusieurs langues. Au Rwanda, ça a toujours été le cas. Je sais qu'en étant petite, on entendait des personnes qui parlaient français, on entendait des personnes qui parlaient Kiswahili. Chez nous, Ingoma, on appelait ça Kwibereshi. C'est là où on entendait des personnes qui parlaient le Swahili. Et je ne sais pas si ça permet la cohabitation, mais c'est certainement... Je ne sais pas si j'entends ce que ça voudrait dire que ça permette la cohabitation, en fait. Je ne sais pas si j'arrive à comprendre la question. Est-ce que vous ne pensez pas que les langues, justement le partage d'une langue, ou la cohabitation de plusieurs langues font qu'on vit mieux ensemble? Puisque la langue est aussi véhicule d'une culture, d'habitudes, de coutumes, de façon de penser, de façon de réfléchir, de façon d'aimer. Oui. Voilà, donc je me dis que peut-être cette diversité culturelle est aussi gage d'un vivre ensemble, oui, meilleur, plus facile à gérer. Certainement. Je suis en train d'essayer d'imaginer j'ai eu la chance de pouvoir explorer plusieurs langues et de voir ce que ça permet. C'est certain que
d'entendre déjà plusieurs langues, par exemple, on le sait même chez les enfants, ça va les rendre capables d'en parler plusieurs plus tard quand ils grandissent. On sait aujourd'hui pour les jeunes que parler uniquement français, par exemple, ça ne donnera pas du travail sur le marché international ou de parler coréen. C'est certainement le meilleur, des diplômes, je pense, pour avancer de façon sans limite dans le monde, mais je veux dire sans limite de nationalité ou de géographie, parce que si on parle français, on peut quand même aller dans plein de pays. Si on parle swahili, on peut aller dans plein de pays. Et si on parle kinyarwanda, on rencontre des Rwandais qui parlent kinyarwanda un peu partout dans le monde. Et c'est certainement... Je ne sais pas si ça favorise la cohabitation, parce que c'est d'autres choses qui limitent la cohabitation. C'est l'étiquette qu'on met sur les personnes, et ça va être... je ne sais pas, moi, en France, ça va être noir. C'est pas forcément... On est des noirs qui parlent quand même plein de langues différentes, mais on est mis dans la case noire. Je pense que ce qui empêche la cohabitation, c'est d'autres histoires, et que justement les langues permettent qu'on ait au moins une identité commune. Merci à vous. Merci Annie. Oui, Atome, Diogène. Bonjour à tous, Atome, donc Naline Diogène. D'abord dire toute mon émotion que je ne sais pas cacher de te voir là, connaissant ton histoire, ton vécu, connaissant tous les moments que nous avons vécus, surtout là-bas, et un pareil jour de couronnement dans certains combats dont tu as fait partie et que tu as su incarner avec brio. Et donc je commencerai par ce mot simple, bravo. Voilà. Deuxième chose, c'est par rapport à la langue. Vous avez évoqué tout à l'heure la musique, le Kinyarwanda, le bien que te fait le Kinyarwanda, et avec une insistance particulière sur les chansons de ce Rwandais quasi unique en son genre, qui est Cyprien Lugamba. Je crois que, je ne dirais pas forcément phénomène, hein, mais ce processus-là, je crois qu'il y a un monsieur qui a essayé d'y trouver peut-être les mots, Cyril Nick, j'arrive jamais à prononcer son nom, pardon, qui avait dit que rescapé juif, il lui était fondamental, dès la sortie de cette tragédie, de se dire que pour la reconstruction et le salut de lui comme survivant, il lui fallait aller vers l'Allemagne, mais vers le meilleur de l'Allemagne. Donc se dire que Goethe, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi son œuvre, et que peut-être il a été trahi ou quelque chose de cet ordre-là, et que c'était pour lui-même qu'il est allé vers le meilleur de ce peuple au nom duquel les siens avaient été fauchés. Et donc je crois que pour le cas du Rwanda, et particulièrement des rescapés, je crois qu'il y a un processus de cet ordre-là, d'aller vers le meilleur que ce peuple dont nous faisons tous partie a, notamment dans sa langue, notamment dans sa musique, pour s'accrocher à cette idée que ce qui nous a été fait au nom d'une certaine idée du Rwanda n'est pas le seul aspect représentatif des nôtres et de notre culture. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je terminerai sur un autre mot qui m'a toujours fasciné, mais qui a été... ça m'a été rappelé par tous les extraits autour de Tiaka, que je connais très bien. J'ai été témoin de plus d'une fois de ce genre de moment entre Tiaka et sa maman. Et donc du coup, je me rappelle quand j'étais petit, notre maman, pour nous empêcher d'aller à une certaine profondeur ou à une certaine densité dans le débat, elle avait trouvé un mot magique, c'était Ishiano. Et quand j'ai grandi, j'ai compris que Ishiano, ça veut dire et poison et indicible. Voilà. Nous sommes d'une culture où il y a une proximité sémantique énorme entre poison et indicible. Et à nous de l'assumer. Et le Covid qui fait rage en ce moment a fait surgir un mot qui avait disparu un tout petit peu, qui est vaccin. On est en plein partout dans le monde en campagne de vaccination. Je crois qu'il y a un lien entre les deux.
c'est que, basiquement, je ne suis pas médecin, mais le vaccin consiste à t'inoculer un mal pour t'en épargner. Voilà, nous sommes pétris de cette histoire, assumons-le ou là, comme c'est possible et vivons avec. Merci. Et en dehors des chants, etc., je profite que Atom nous y faisait. Quand j'ai perdu ma grand-mère, Atom était à Paris avec quelques amis et j'ai dit oh, ma grand-mère est décédée. Et ils m'ont dit, on n'est pas beaucoup, hein, c'est 2, 3, 4. Ils m'ont dit on arrive, on fait les kilios. Donc j'ai appelé mes amis, j'ai dit bon, on fait les kilios de ma grand-mère. J'étais très fière de pouvoir faire les kilios et de leur montrer qu'on ne vient pas de nulle part, qu'on a nos propres cultures, qu'on a nos propres rituels. Et les garçons, ils ont chanté, etc. Et moi, je me disais, mais comment je vais faire pour ranger la maison avant d'aller prendre l'avion à 4 heures du matin? Et ils m'ont dit, mais non, vas-y, nous, on s'en occupe. Et ça, c'est ce qu'on a gardé de nos parents. On l'a appris de quelque part. Et moi, c'est cet héritage-là que je chéris et que j'essaie de partager, mais qui au même titre que la langue ou que les chants, c'est vraiment ces façons de vivre ensemble, de porter la difficulté ensemble, parce que tout à coup, en faisant les kilios, eh ben, on n'est pas seul, et c'est dans l'ordre des choses. Enfin, le sens commence à se dessiner tout seul, et ça, peut-être que quand on est au Rwanda, on peut en entendre beaucoup quand on est enfant, mais quand on élève nos enfants à l'étranger et qu'on a l'occasion de le faire, c'est un cadeau. Alors, Atom, j'ai pas eu l'occasion. Merci. On va prendre encore une question, parce que c'est vrai que l'agenda d'Annick aussi est très serré. François, s'il te plaît. Je vais prendre 2 courtes questions. Merci. Moi, c'est Charles Abonimana. Je suis auteur de Moi le dernier Tutsi et Rescapé, bien sûr. Moi, j'ai seulement une question à Annick. C'est vous, Carole, qui a évoqué le mot de parler aux enfants, à nos enfants. Est-ce que tu pouvoir parler aux enfants ton histoire jusqu'à un niveau, et comment peut-on le faire avec les enfants de moins de 13 ans qui est Tchaka? Merci. Peut-être qu'on prend la deuxième question tout de suite et je vais te demander d'y répondre. Merci beaucoup. Mon nom c'est Hamza. Je tiens d'abord premièrement à remercier l'organisation pour cette belle cérémonie. Et mes encouragements les plus anticipés s'adressent également à Madame Yannick. Alors ma question caracole justement avec celle que vient de déposer mon frère ici. La passion que vous avez envers vos enfants était la passion qui vous inspire autant quand vous écrivez? Oui, c'est un peu ça ma petite question, que j'aimerais bien avoir un petit éclaircissement. Merci. Alors, pour les enfants, moi, je dis qu'il faut leur dire. Les enfants ne sont pas bêtes. Ils entendent plus qu'on leur dit pas que ce qu'on leur dit. Alors, autant leur dire les choses de la manière la plus simple possible. Moi, je leur ai d'abord, ils le voient, que j'ai pas de parents. Je leur dis que j'ai pas de parents, que mes parents ils sont morts, et je n'ai pas à expliquer beaucoup plus. Alors, je leur dis, ma mère a été tuée, mais jusqu'à ce qu'ils soient assez grands, parce que je voulais quand même qu'ils viennent au Rwanda et qu'ils apprennent aussi à aimer ce qu'il y a de beau au Rwanda. Et ils nous guident, ils sont assez forts pour nous dire ce dont ils ont besoin d'entendre, ce qu'ils ne sont pas capables d'entendre, comme l'extrait qu'on lisait tout à l'heure. Mais on avance pas à pas. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence à leur déverser dessus tout ce qu'on a vécu, et qu'ils peuvent l'entendre petit à petit.
quant à l'écriture, oui, j'écris en pensant à mes enfants. Mais j'écris aussi en pensant à l'enfant que j'ai été et qu'est-ce que j'aurais bien aimé qu'on me dise et qu'est-ce qu'on aurait pu me dire. Oui, j'aimerais bien qu'ils ne portent pas mon histoire comme étant leur histoire, mais comme étant l'histoire de leur mère, mais aussi une histoire qui est, j'ai envie de dire, universelle. Qu'elle ne nous appartient pas. Je ne le dis pas pour leur donner un poids à porter pour leur vie. Non. Merci aussi. On va malheureusement devoir clôturer. C'est difficile. Mais, je propose qu'on termine justement avec l'enfance, avec Chiaka, Chiesa. Alors, je vais leur raconter en rentrant, ils vont être super fiers. C'est-à-dire qu'ici, on les a racontés, qu'on a entendu leurs questions. Merci pour eux. Et on va parler de leur première expérience de cette rencontre avec cette histoire et leur première commémoration comme une première communion. Chiaka a fait sa première commémoration, comme on dit sa première communion. Il a 6 ans. Le génocide en a 20. Ce mois d'avril 2014, il est difficile. C'est à cause des 20 ans probablement. C'est beaucoup, 20 ans. Mon frère aimé avait un très grand copain, Stéphane. Il m'a écrit. Tous les ans à cette date, il m'écrit. Ce matin, j'ai lu son message, la boule au ventre. Stéphane est un beau garçon de 29 ans. Évidemment, quand je le regarde, je ne peux m'empêcher de penser à Aimé. Je me dis qu'Aimé aurait eu 29 ans lui aussi. Il aurait une copine et des copains pour aller en boîte. Stéphane écrit « Chaque année, en cette période où nous nous souvenons, je me souviens de mon meilleur ami d'enfance et en pensant à lui, je me dis que la vie m'a offert sans raison 20 ans de plus. » Chiaka fait un dessin. Il dessine un carré, une tombe, dans lequel il couche un enfant. Mais cet enfant a une particularité, il a des dreadlocks. Chiaka a des dreadlocks. Il fait ce dessin dans le carnet d'une journaliste venue m'interviewer. Chiaka voulait participer à l'entretien. Il était fâché quand je lui ai dit que je serais seul. Il a tenu à s'expliquer. Il dessine. La journaliste partie, je veux en parler, il se détourne. Je lui demande si l'enfant sur le dessin va bien, il refuse de me répondre. Je n'insiste pas. Je ne lui ai jamais parlé de la mort de mon petit frère, je n'y arrive pas. Je crois qu'il faut. Je dois trouver le courage. Je le ferai après le concert. Nous avons prévu d'aller en famille au concert Les Hommes Debout, organisé par Gaël Faye. Il y aura Grand Corps Malade, mais aussi la troupe parisienne de danse rwandaise Mole, dans laquelle dansent nos copains Emery et Atete. Chiaka est ravi. Nous sommes en retard. Du fond de la salle, nous prenons de plein fouet les textes qui chantent la mort. Chiaka est très concentré. Il me demande ce que signifie Imaana sans quitter la scène des yeux. Cela signifie Dieu. Il glisse sa main dans la mienne, il se tient sur la pointe des pieds pour bien voir. À côté de nous, des amis se serrent pour nous faire de la place. Nous nous asseyons, c'est mieux. Chiaka est sur mes genoux, dans mes bras. La voix sur la scène en incarne une autre, venue d'outre-tombe, raconter comment un soir, elle s'est éteinte sur une colline du Rwanda. Le son d'un carillon accompagne le poète. Chiaka pleure. Il dit « Mais maman, on ne parle pas quand on est mort. » J'essuie ses larmes. Je ne m'attendais pas à un tel récital. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Mon mari, Raphaël, est appuyé sur un pilier non loin. Nous nous regardons. Je pense comme moi qu'il pense comme moi. Nous pensons à Chiaka. Et je pense à Aimé. Le garçon sur la scène doit avoir la trentaine. Ça pourrait être mon frère. Chiaka essuie inutilement et sans discontinuer de grosses larmes sur ses joues. Il se sert de ses mains et des miennes. Tuer. Le mot résonne dans ma tête. Ma mère. Qu'a-t-elle pensé, ma mère, pendant de longues minutes entre le premier coup derrière sa tête et à l'instant où on l'a achevé? A-t-elle entendu ces gens armés chanter? Ou était-ce la radio qui diffusait la musique? Tuez-les tous. Coupez.
Aline, qu'a-t-elle ressenti quand elle s'est réveillée au bord de la fosse commune? Que ressent-on quand on se réveille au bord d'une fosse commune, enfui près des siens qui agonisent? Elle m'a raconté qu'une fois, que Claire et Aimée ont cédé à la mort, elle est restée là, étendue, sanguinolente, engourdie, morte. Oui, la mort, elle l'a vue. Elle serait morte là, mangée par des charognards, si un camion n'était arrivé avec de nouvelles têtes à couper.